de conférence initiée dans le cadre des 50 ans d'assassinat du président Sylvanus Epifanio Olympio, initié par le Parti des Travailleurs. Aujourd'hui, il aura donc à nous faire visiter, appréhender les crises et les impasses politiques qui ont découlé de l'assassinat du président Sylvanus Olympio. À savoir l'évocation des 50 ans de crise et d'impasse politique qui marquent la situation togolaise depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio le 13 janvier 1963. Alors, sur ces 50 ans de crise et d'impasse politique, je vous dirais d'emblée que, en réalité, lorsque vous faites un survol de l'ensemble de la période, vous y distinguez à peu près 4 phases. Il y a une première phase qui va de 1963 à 1969, qui correspond à une tentative de stabilisation de l'État togolais après le coup d'État du 13 janvier 1963. Cette tentative de stabilisation a été marquée par un échec. Et c'est cet échec-là qui en est à la situation de 1969, c'est-à-dire à la création du RPD. Je ne reviendrai pas après. Ensuite, il y a une deuxième phase qui commence de 1969 et qui va jusqu'en 1989, qui est la période où la phase précédente ayant échoué, on met en place une solution dure, celle de la dictature militaire, la plus brutale, pour imposer par la force une normalisation répressive de la situation togolaise. Ensuite, il y a une période qui va de 1990 à 2005, où là, sous Eyadema, l'ensemble du système qui a été mis en place dans la situation précédente a volé en éclats à partir du soulèvement populaire du 5 octobre 1970 et va jusqu'à sa disparition en 2005. Et il y a la dernière phase dans laquelle nous nous trouvons depuis 2005, sous force de Nassibé, où là, nous assistons véritablement à ce qu'on peut appeler une véritable dislocation de l'État togolais et de la nation togolaise dans tous les domaines. Donc, et une période où la crise et l'impasse se sont aggravées à un tel point où c'est à l'intérieur même du régime qu'elle prend des développements totalement inattendus. Celle qui va de 1963 à 1969, il faut se dire que, et ceux qui, parmi vous, ont vu le film hier, ont vu les déclarations des protagonistes du coup d'État et de ceux qu'on a tenté de mettre en place après pour gérer, pour présider aux destinées de l'État togolais. Il y a les déclarations faites par les représentants de l'armée, et de ce point de vue, celles qui étaient le plus surprenantes, ce sont celles de Kofi Kongo, qui a fini, comme vous savez, c'est-à-dire, il est mort en détention. On y reviendra demain, ou après-demain plutôt, non, c'est plutôt demain, dans l'évocation sur la violation, les 50 ans de violation des droits de l'homme, le bilan qu'on établira à ce moment-là. Et il y a surtout ce que Grunitzky a dit et que vous avez entendu, à savoir qu'on les traite d'assassins et qui dit nous ne sommes pas des assassins. En fait, cette déclaration témoignait de deux choses. La première, c'est le rejet par le peuple togolais du forfait qui venait d'être commis et donc de l'isolement de ce régime par rapport à la population tout entière. La deuxième chose, c'est qu'il y avait un rejet tout aussi important
des pays africains qui, pour la plupart, venaient d'être indépendants depuis un an et demi, 2 ans. Et chaque chef d'État ou chaque pays considéré, voyant ce qui venait de se passer au Togo comme un précédent extrêmement fâcheux et dangereux qui pouvait faire école chez soi. Alors, les choses n'ont pas été aussi loin que ce qui s'est passé au niveau de la Guinée, chasser le pouvoir des boutistes. Et bien évidemment, il a compris que les rapports de force étaient tels qu'il ne pouvait pas le faire. Pour la simple raison que, assez rapidement, l'impérialisme français qui a monté le coup d'État est intervenu auprès de ces vallées des autres pays d'Afrique, puisque l'accession à la souveraineté internationale des pays a correspondu avec l'avènement au pouvoir de dirigeants, pour certains d'entre eux légitimement portés au pouvoir par la mobilisation de leur peuple, pour d'autres imposés par De Gaulle. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que après les élections du 27 avril 1958, qui véritablement ont posé la question de l'indépendance immédiate au-delà du Togo dans tous les pays du continent, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que De Gaulle, et pour certains d'entre vous qui ont pu voir les documentaires, vous avez pu voir qu'il a dit, lors de certaines déclarations qu'il a faites au sujet des indépendances nationales, que pour sa part, il avait compris qu'il y avait une évolution, qu'il fallait suivre cette évolution-là. En d'autres termes, De Gaulle comprenait très bien que soit l'impérialisme français s'adaptait à la situation nouvelle qui était ouverte en 1960, alors ça différemment de ce que nous avons vu en 1944, lorsqu'il a tenu la conférence de Brazzaville et avait dit effectivement qu'il fallait un premier temps de réforme. Pour la deuxième fois, il disait qu'il fallait effectivement s'adapter à la situation nouvelle. Et ça l'a poussé à aller plus loin, puisque certains des chefs d'État ou certains des hommes politiques qui étaient liés à l'impérialisme français, qui menaient des luttes, ou qui avaient constitué des représentations politiques dans leur pays, défendant les positions françaises, étaient fermement opposés à l'idée de l'indépendance. C'est le cas des Léomba, au Gabon. Ça, c'est pas un secret, c'était quelqu'un qui était contre au début. Et De Gaulle a tapé du poing sur la table et a dit non, ce sera l'indépendance pour tout le monde, même ceux qui ne la veulent pas. Et donc, l'indépendance a été imposée à tous les pays qui sont arrivés à sa proclamation dans les années 60. Eh bien, chacun commençait à avoir peur de ce qu'il puisse être balayé aussi facilement par un coup d'État. Et donc, le régime qui venait de se mettre en place au Togo, véritablement, personne ne s'empressait pour le reconnaître. Personne ne s'empressait pour le reconnaître. Et donc, ça créait une situation extrêmement difficile pour ceux qui venaient de faire le coup d'État. Alors, en l'espace d'un mois, tout un tas de contacts ont été pris tous azimuts pour impliquer les acteurs politiques togolais dans ce qu'on a appelé la table ronde d'union et de réconciliation nationale. Et c'est là où les problèmes ont commencé. C'est-à-dire que, en réalité, il s'agissait de l'inauguration de la première d'une série de réunions politiques qui vont régulièrement intervenir dans la société togolaise tout au long de ces 50 ans et qui auront pour effet essentiellement de sauver le régime en place. Alors, lorsque je vous parlais de ce que le régime était totalement rejeté au début, ce rejet-là aurait pu durer très très longtemps et mis en difficulté les auteurs du coup d'État, aussi bien l'impérialisme français, le gouvernement de De Gaulle qui l'a commandité, que ceux qui l'ont exécuté, à savoir les demi-soldes.
plus quelques représentants politiques togolais qui étaient directement intéressés. Je parlais des Groliski, des Merki et autres, qui étaient les suppôts du pouvoir colonial français dans la période de lutte pour la conquête de l'indépendance nationale. Et donc, cet isolement dans lequel ils étaient les mettait au pied du mur de la nécessité de trouver à tout prix une formule pour sortir de là, pour se sortir de cette situation. Mais bien évidemment, il faut savoir aussi que dans le camp des nationalistes, et en particulier du culte, mais il y avait des gens qui avaient intérêt à voir sonner leur heure. Je veux nommer par là, au début, les membres de la Juventus qui avaient été, c'est vrai, réprimés par le gouvernement d'Olympio, mais aussi légitimement, dans la mesure où il y a eu une tentative affairée de coup d'État, les colons ont été formellement établis et tout, qu'on les ait maltraités en prison, etc., c'est une autre affaire, mais il y avait la réalité du coup d'État quand même. Et donc, comme ils sortaient de prison, bah, ils voyaient, ils ne pouvaient pas voir d'un mauvais œil quelque part le fait de s'allier à ces hommes politiques qui venaient sur la scène politique, d'autant plus que certains d'entre eux s'étaient retrouvés en exil au Ghana avec eux. Je vais parler de Meachi, qui, exilé au Ghana, fréquentera les milieux de l'opposition togolaise là-bas, dans les rangs desquels on trouvera les militants de la Juventus, Edson et autres, qui s'étaient réfugiés là, et qui bénéficiaient du soutien de Nkrumah du Ghana, le président du Ghana, lequel avait des difficultés avec le régime d'Olympio, dans la mesure où, pour Nkrumah, ce dont il s'agissait vers la fin de la colonisation britannique, c'était tout simplement d'absorber le reste du Togo. Et s'il y a eu ce référendum dont on a parlé tout à l'heure, qui a annexé le Togo britannique en le rattachant au Ghana, eh bien, Nkrumah se faisait fort, il a dit dans un certain nombre de déclarations qu'après la proclamation de l'indépendance, ils verront ce qu'ils feront bien du reste du Togo. Lequel reste du Togo était convoité par l'impérialisme français, par le colon français, qui souhaitait, comme on l'a vu également dans le film, le rattacher au Dahomey pour constituer un territoire unique, mais cela n'a pas réussi puisque le Togo a été jusqu'à la proclamation de son indépendance. Donc, les membres de la Juventus, qui étaient au Ghana à l'époque, avec des liens avec les membres de l'UDPT, qui est ce qu'est devenu le produit de la fusion du PTP, le parti de Gruniski, et du CPN, le parti dirigé par Meachi à l'époque. Ces deux partis, après la victoire électorale de 1958, pour être présents aux échéances électorales qu'il y a eu après, ont fusionné pour constituer ce nouveau parti qui s'appelait UDPT. C'est eux donc, qui se sont retrouvés en exil après la découverte du coup d'État de la Juventus et toute une série d'événements qui sont passés les 2 premières années après la proclamation de l'indépendance nationale. Et donc, on savait également qu'il y avait un coup d'État en préparation un nouveau coup d'État en préparation par les éléments de la Juventus, dont Meachi, là, président au Ghana, avait été informé, et c'est lui qui en aurait informé les autorités françaises, qui, ne voulant pas se laisser devancer par les membres de la Juventus, ont précipité l'organisation du coup d'État du 13 janvier 1963. Cette information-là aussi existe. Donc tout ceci pour vous dire que dans la classe politique togolaise, aussi bien ceux qui étaient des pro-français notoires, les Gruniski et les Meachi, que dans les rangs de ceux qui étaient des nationalistes à l'époque, mais des liens existaient, pour certains parce qu'ils avaient été reprimés par le gouvernement d'Olympio et l'acceptaient mal, pour d'autres tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas supporter
d'affronter un nouveau régime qui se mettait en place et qui était encadré par une armée qui avait fait la preuve de sa détermination puisqu'ils avaient tué, ils avaient assassiné Olympio. Et ceux parmi cette classe politique qui voulaient continuer à faire de la politique, mais à rester dans le pays, ont eu à l'idée de passer un compromis avec les acteurs du coup d'État. Et c'est ainsi que a été montée la table ronde du 26 février 1963. Le 26 février, vous vous rendrez compte que cela fait exactement un mois et 13 jours après le coup d'État du 13 janvier 1963. Ça fait très court pour qu'on puisse avoir pris des contacts au point de tenir une conférence qui soit une table ronde et tout. Et ça montre qu'il y a un véritable problème à partir de là dans la situation que vous l'êtes, à savoir que certains des amis ou des compagnons de lutte d'Olympio qui ont participé à cette table ronde, rétrospectivement aujourd'hui, quand on analyse leur participation à ces conférences-là, on ne peut que s'interroger à leur sujet. Parce que l'assassinat d'Olympio était encore tout frais. Un mois, 13 jours, ça ne faisait pas si longtemps. À leur représenter le culte, le parti d'Olympio, dans cette assise-là, pour le moins, on peut parler de trahison. Parce que rien n'avait été fait en tant que tel, de manière conséquente, pour dénoncer ce forfait que constituait cet assassinat, avant qu'il n'aille s'asseoir là-bas. Et les choses ayant commencé de cette façon, mais nous verrons par la suite que de manière récurrente, c'est de cette façon qu'au lendemain des massacres que le gouvernement des Aliens commettra, bien, ce sont des tables rondes, des dialogues, des accords de la même nature, sans qu'on ait fait ce qu'il faut pour le deuil des familles éplorées par les massacres et les assassinats qu'il y a eu, auxquels on assistera. Et donc, quelque part, il faut voir dans la crise et dans l'impasse dans laquelle nous sommes dans la situation congolaise, l'origine de cette affaire-là vient de cette table ronde de réconciliation nationale de 1963. Puisque les acteurs politiques qui y ont participé ont, eux, entendu vouloir toujours faire de la politique dans les conditions qui étaient celles de notre pays. Mais malheureusement, cette table ronde d'union et de réconciliation nationale de février 1963, qui a abouti par la suite à la mise en place d'un gouvernement auquel ont participé des militants de l'âge Banto, d'autres soutenus en sous-main par le CUT et tout, ce gouvernement a été frappé de crise. À savoir que on a beau faire, la population n'a pas toléré. Ce taclage contrebalan qui a été mis en place dans le cadre de cette table ronde, tant aussi bien que en sous-main, un certain nombre d'acteurs politiques, des militants du culte, qui n'acceptaient pas la formule politique qui avait été mise en place, mais aussi et surtout des responsables syndicaux, qui pour la plupart étaient des nationalistes. Il faut savoir par exemple que Apédé Paulin, qui était le secrétaire général des syndicats en 1958, avait été élu comme député à l'Assemblée nationale et devenu par la suite ministre du Travail dans le gouvernement de Silva, dans le tout premier gouvernement de Silva, M. Olympio, qui a été mis en place au lendemain de 58 et après en 60. Et donc, dans cette situation, vous comprendrez que les militants syndicaux étant des nationalistes, ont toujours constitué une sorte de masse de manœuvre pour les organisations politiques qui, pour les mobilisations populaires, ont toujours fait appel à ces organisations syndicales-là pour les appuyer, les ont poussé un peu à faire des grèves revendicatives mais à caractère politique, comme la grève dont les syndicats ont menacé
le pouvoir colonial à la veille des élections législatives du 27 avril 1958 pour obtenir l'inscription des populations sur les listes électorales. Réinscrire des milliers de citoyens qui étaient exclus du vote à l'époque sur les listes électorales. Les partis ont beau menacer et tout, le pouvoir colonial n'en tenait pas compte, mais lorsque les syndicats ont menacé de faire grève, tout de suite ils ont reculé et ils ont rouvert les listes. C'est donc dire le poids que les centrales syndicales avaient dans le pays, et donc une alliance de ces centrales syndicales avec les formations politiques a abouti au déclenchement d'un soulèvement populaire le 21 novembre 1966. Ce soulèvement du 21 novembre 1966 a sonné un coup de clap de la table ronde du 23 février 1963. En réalité, et c'est là où, dans la déclaration que j'avais lue ici à la conférence de presse de jeudi dernier, nous indiquions notamment que les populations de Lomé étaient sorties massivement ce 21 novembre 1966 à l'appel des syndicats et de membres du culte. Personne ne savait d'où était venu l'appel, mais ils avaient travaillé de façon clandestine dans les différents quartiers de Lomé à pousser la population à se soulever. Nous étions enfants à l'époque, mais suffisamment conscients quand même pour savoir ce qui se passait. Et subitement, comme ça, à Lomé, un bon matin, on voit des populations se soulever, déferler partout au cri de « Il doit signer démission » et se rendre devant la maison de Nicolas Gruniski, qui est à côté de la pose de Nicolas Couet, dans ces mots d'ordre-là. Ce que nous savons, c'est que Gruniski s'était senti trahi et totalement indigné de ce qui s'était passé, que sur place immédiatement il voulait démissionner comme on le lui demandait. D'ailleurs, du point de vue du caractère, il est très connu que ce n'est pas quelqu'un qui est véritablement téméraire. On dit de lui que c'est quelqu'un qui est bon enfant, que ce n'est pas une foudre de guerre, et donc, ébranlé par ce soulèvement, il a voulu partir. Mais c'est l'ambassadeur de France, Claude Rostin, qui est intervenu pour lui dire qu'il n'était pas question qu'il démissionne, et que s'il démissionnait ce jour-là, il allait ouvrir une crise d'une gravité telle qu'on ne pourrait pas la contenir dans la situation congolaise. Manifestement, ce qui s'était passé, c'était qu'on était arrivé à un accord avec lui pour qu'il reste au pouvoir encore un certain temps avant qu'on organise son départ et la transmission du pouvoir à une autre équipe. Et en réalité, c'est cette chose-là qui s'est passée quelques mois après, puisque, regardez bien, nous étions le 21 novembre 1966, et il y a eu le mois de décembre, et exactement le 13 janvier 1967, jour pour jour du 4e anniversaire du coup d'État de 1963, il y aurait eu un nouveau coup d'État par lequel Nicolas Gruniski aurait été déposé. Et en fait, lorsque vous écoutez le discours qu'il a fait ce jour-là, mais il est symptomatique et on comprend facilement que, en réalité, il ne regrettait rien, il n'était pas éprouvé, il n'était pas sur les nerfs, et donc on a l'impression que ce jour-là, c'est la transmission du pouvoir à une nouvelle équipe militaire, celle-là, qui avait été organisée, sur laquelle il y avait eu accord depuis longtemps, qui a été faite, et non pas un coup d'État venu comme le point d'orgue du coup d'État du soulèvement populaire du 21 novembre 1966. Mais quel que soit ce qu'on puisse en dire, ce coup d'État est venu sceller là, de manière définitive, l'échec de la table ronde du 26 février 1963, puisque la mise en place d'un pouvoir militaire fort montrait manifestement que l'équipe qui avait été mise en place pour présider aux destinées de l'État togolais ne pouvait pas faire l'affaire. Alors, je suis passé sur quelques détails, mais qui valent la peine quand même d'être rappelés, puisque il faut savoir qu'au cours de cette année 66, avant que ne survienne le soulèvement du 21 novembre 1966, une grave crise avait éclaté au sein du gouvernement Gruniski-Meaki, puisque
ce sont les deux qui avaient été installés au pouvoir après le coup d'État du 13 janvier 1963. Cette crise, elle tenait à quoi? Elle tenait tout simplement à ce que le système politique qui avait été mis en place, à savoir un gouvernement bicéphale, désignant Gruniski, président de la République, et mettant en place aux côtés de lui une vice-présidence qu'occupait Méati. Ce taclage-là ne pouvait pas marcher, dans la mesure où Méati, depuis le coup d'État de 63, considérait que c'était à lui que revenait le pouvoir. C'est-à-dire que c'est à lui, c'est lui plutôt, qui a transmis les informations sur un coup d'État en cours de préparation par les militants de l'âge au membre de l'impérialisme français qui ont exécuté le coup. Et donc, il pensait que pour être récompensé de l'information qu'il a donnée de la trahison qu'il a faite des membres de l'âge c'était lui qu'on devait installer au pouvoir. Mais malheureusement, l'impérialisme français n'entendait pas agir de la sorte parce qu'il considérait Méati comme étant l'homme des Allemands. Et un des éléments de la crise, entre autres, a été que, il est vrai, Méati, qui était un pro-allemand, avait fait un voyage en Allemagne, au retour duquel il avait ramené, je crois, une douzaine de Mercedes-Benz noirs pour le gouvernement togolais. Et c'était ces véhicules-là qui étaient devenus les véhicules officiels des ministres en exercice, qui n'avaient pas de véhicules très prégnants à l'époque. Je pense que lors de son séjour en Allemagne, il s'est présenté plein auprès des autorités allemandes qui avaient entendu aider l'État togolais en lui donnant ces véhicules-là. Mais l'emploi de ces véhicules aux membres du gouvernement français a suscité une vive colère de la part des autorités françaises pour qui le Togo était une chasse gardée, et il n'était pas question que les autorités allemandes fassent des cadeaux à caractère politique, entre guillemets, aux membres du gouvernement togolais, dont ils s'occupaient comme une poule s'occupe de s'accouver avec toute l'attention qui se doit. Et donc, ces éléments-là avaient nourri une crise entre Gruniski et Méati, au point où Gruniski étant parti en voyage officiel en France, des tracts avaient commencé à circuler à Lomé, lesquels tracts étaient sortis par Méati lui-même, qui les faisait distribuer dans la ville de Lomé, au même moment où président de la République par intérim, Gruniski était en parti, il avait pris toute une série de mesures impopulaires, notamment de limogeage de certains ministres, qui avaient ouvert une crise dans la situation togolaise, qui avait contraint Gruniski à revenir précipitamment au pays pour maîtriser la situation. Mais d'ores et déjà, entre les deux hommes au sommet de l'État, il y avait une mésentente sur l'occupation du fauteuil de la présidence de la République. Parallèlement aux autres divergences qu'il y avait dans les relations avec les nationalistes, que ce soit cultes, juventos, considérés, jusqu'à ce fameux soulèvement populaire du 21 novembre 1966. Et donc, l'armée se met au pouvoir, se met en place. Le 13 janvier 1967, récupère le pouvoir. Et à l'intérieur même de cette armée, une crise se développe à nouveau, puisque le 14 avril, Dadjo, qui, en tant qu'officier le plus gradé des forces armées togolaises, avait été mis à la tête de l'exécutif togolais, sera démis pour être remplacé par Yadema, qui, en réalité, depuis le coup d'État de 1963, tirait les ficelles en sourdine de toutes les relations politiques qui se passaient à l'intérieur du Togo. Pour la simple raison que, étant celui qui avait officiellement revendiqué l'assassinat d'Olympio, le 13 janvier 1963, mais il se trouvait avoir une telle faveur auprès des autorités françaises qu'on le consultait pour tout et en tout. Et même, il avait une telle importance que celui qui, à l'époque, était apparu comme étant le véritable organisateur du coup d'État, du point de vue des officiers togolais, à savoir Emmanuel Bourdiolé, mais avait été totalement marginalisé à son profit. Et en réalité, ce qui était intervenu le 14 avril 1967 n'était qu'une sorte de
légalisation de la situation prévalente depuis 1963, où en réalité c'était Eyadema que l'impérialisme français avait choisi d'imposer dans les rapports politiques au regard du service qui leur avait rendu d'avoir publiquement pris la paternité du coup d'État du 3 janvier 1963. Mais ce régime, une fois mis en place, sera très fortement contesté par les travailleurs. Et dès le mois de mai, une puissante grève va intervenir chez les travailleurs et chez les scolaires, dans la mesure où cette grève-là a fait écho au mouvement qui a traversé le monde entier. Je pense que vous avez certainement entendu parler de la grève générale de mai-juin 68 en France, donc qui a eu des échos aux États-Unis également, avec tout le développement du mouvement hippie, et dans les autres pays, en Tchécoslovaquie, il y a eu des grèves contre l'intervention des troupes russes, etc. En tout état de cause, l'année 68 était une grande année de contestation mondiale qui a eu son expression au Togo par deux grèves chez les étudiants, et chez les scolaires, et chez les travailleurs. Et donc cette grève était la première contre le régime militaire qui venait de se mettre en place en 1967, et sera suivie par la suite par une nouvelle grève des étudiants l'année suivante en 1969. Voilà pour la première phase, donc qui va de 1967 à 1969.